Sur le marché de Pointe-Noire, au Congo, j'avise le quartier des bouchers, non loin de celui des guérisseurs. La chaleur est étouffante, les odeurs épouvantables. Un mélange d'urine et d'excréments, de vieilles pourritures impossibles à identifier et de matériaux en décomposition. L'humidité sature l'atmosphère. Un soleil tape sur les toiles maculées, grasses, raidies par la crasse. Il s'immisce par les interstices et les trous, puis noie de lumière des fruits tavelés, des légumes fatigués, des vêtements recyclés, des petits étals de téléphonie d'un autre siècle, mais aussi des morceaux de viande impossibles à reconnaître, ou de petits animaux desséchés, chauves-souris, caméléons, têtes de serpent, fourrures tachetées, ocelles noires sur un fond d'or, ou l'inverse. Là où j'entre dans ce marché, j'avise une grande cuvette en émail blanc avec les bords écaillés. Des larves jaunes, chacune grosse comme un petit doigt, grouillent en quantité. Elles semblent disposer d'un genre de bec marron, des yeux peut-être, ou quelque chose qui permet de distinguer une tête dans ces corps annelés qui remuent, fourmillent, donnent l'impression de vouloir avancer mais ne peuvent que se mêler un peu plus, se chevaucher, s'enjamber pour aller nulle part, puisque ce gros paquet d'insectes va remplir le ventre d'un acheteur qui les mangera, crus ou cuits. Je me souviens alors d'un texte de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, qui rapporte sa réaction d'ethnologue en présence de la tribu qui lui offre un bol de larves recueillies précieusement au fond d'un arbre. Cadeau royal pour fêter dignement l'arrivée du blanc dans la tribu. L'occidental habitué aux langoustes et aux homards voit d'un très mauvais œil ce récipient rempli à bord de larves vivantes. Pas question d'entamer le crédit a priori offert à l'étranger en repoussant le don. Dépassant sa prévention d'Européen, on porte la larve à sa bouche et la sectionne vivante entre ses dents. Elle coule alors sur la langue comme le ferait un lait concentré sucré avec un goût de noisette. Ce qui s'était avéré à l'œil une nourriture dégoûtante, une fois assimilé à un aliment connu, goûté et aimé, devenait alors tout à fait mangeable, agréable même. Mes hôtes européens m'avaient promis un repas de ces larves qui ne deviendraient jamais papillons. C'est du moins ce qu'on m'avait dit quand j'ai demandé de quel animal elles étaient la promesse. J'avais donné mon accord pour essayer. Trop bref, mon séjour ne permit pas cette expérience culinaire. Du cru vivant, je ne connaissais que l'huître, comme nombre de Français. Je me demandais pourquoi cette prévention, cet a priori gustatif, alimentaire, alors que les larves sont comestibles dans ce pays africain, et pourtant d'autres peuples. Plus loin, dans le marché, l'odeur devint fade, celle du sang. Un cochon entravé gît à même le sol, recouvert par ses propres excréments dans lequel il se débat en vain. Le boucher sort un porc rasé et cuit entier d'un gros récipient, cadavre fixé et figé dans la mort, avant d'être découpé pour être mangé par de futurs morts. La lame entre dans le ventre de l'animal et libère des viscères puants, par terre à la façon des prisonniers de Pascal qui, enchaînés dans la nuit d'une cave, attendent leur tour avec leurs compagnons d'infortune en sachant qu'on viendra bientôt les chercher pour les exécuter. Allégorie de la nature humaine et de la misère de l'homme. Sans Dieu donc le philosophe, par terre donc le porc, vivant ses dernières heures, se tortille dans ses liens, comme s'il sentait que son destin l'enverrait quelques minutes plus tard sur l'étal maculé de sang et de graisse. À quelques pas, l'odeur change. C'est celle des gibiers de brousse fumés. Après le sang et l'urine, les matières fécales et la graisse, une exhalaison tenace de feu de bois. La viande est méconnaissable. Un genre de paquet sans tête ni patte, un bloc dodu à peau piquetée comme percé par des aiguilles. Un porc épic. À côté des têtes de gazelle sectionnées, un fil de fer autour du cou. Des mouches sur la blessure de la coupure. Les yeux ouverts. Elle ne voit pas le néant, elle regarde le chaland. Le matin, me dit-on, il y a eu du singe. De grands singes, si proches des humains. Morceaux de choix, ils sont partis dès l'ouverture du marché. En même temps que du boa vivant. J'imagine, dans des sacs, avec l'odeur fétide des serpents en captivité, aux qui ont subi du stress, de longs et gros boas tués, décapités, sectionnés en tranches, vidés de leur proie, à demi digérés, repartant enveloppés dans du papier journal taché de sang. Les mêmes hôtes promettent de s'enquérir de la possibilité d'acheter de la viande de singe ou de serpent pour m'y faire goûter pendant mon séjour. Je me sens de moins en moins ethnologue en culotte courte et de plus en plus petit-fils de Darwin. Le grouillement des centaines de larves comme nous, humains, nous grouillons sur la Terre dans l'immense bassine du cosmos, le regard mort, mais tellement vivant d'effroi de cette petite antilope strangulée au fil d'acier, le corps secoué de tressaillements existentiels du petit cochon qui assiste à la mise à mort de l'un de ses semblables et qui aura pendant des heures décodé tous les signes de détresse, de solitude, d'angoisse, de frayeur, d'épouvante, de peur envoyée par son congénère,
le destin de ces porcs épics, jadis vifs dans la nature transformée en blocs de viande morte autour desquels virevoltent de grosses mouches noires. Je ne suis pas loin de me faire la promesse de ne jamais plus manger d'aucune viande. Plus loin, toujours, dans le rayon dit de la boucherie, j'avise 3 tortues retournées sur le dos. L'une d'entre elles agite encore doucement, faiblement ses petites pattes écaillées et griffues. Les 2 autres semblent ne plus bouger, déjà mortes, trop fatiguées, épuisées par ce traitement qui les sort de l'humanité, ai-je envie d'écrire, justement, en les renversant. Envie de les acheter toutes les 3, entravées de manière énigmatique avec des fils de fer, pour les remettre en liberté dans la nature. Vœu pieux. Aurais-je acheté un boa pour le relâcher lui aussi? Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle recourait à une méthode dite de psychagogie, lui permettait de dévaloriser tout ce à quoi le non-philosophe tient, victime des formatages d'une époque, d'une culture, d'un temps, d'une civilisation. Ainsi, passer la nuit avec une créature de rêve devenait chez le penseur stoïcien, prolégomène, au frottement d'un vulgaire morceau de chair suivi par l'éjaculation d'un peu de morve. Pas de quoi en faire une affaire, du moins un sujet de préoccupation susceptible de détourner de l'essentiel, à savoir philosopher. Pour les amateurs de bonne chair, de repas fins, de banquets à la pétronne, l'empereur stoïcien agissait de même. Des tétines ou des vulves de truies farcies, des sangliers confits au miel et bourrés de lièvre, eux-mêmes remplis de petits oiseaux truffés d'épices, des coups de girafe ou des langues de passereau. Des cadavres, rien que des cadavres. De l'ingestion de cadavres, de la digestion de cadavres, puis de la déjection de cadavres qui, par celui qui, bientôt deviendrait cadavre, étant déjà lui-même tellement cadavre. De quoi couper l'appétit d'un apprenti philosophe. Dans ce marché, aux odeurs pestilentielles, ce qui me touchait profondément n'était pas le cadavre, encore que, mais la volonté humaine d'arrêter une vie animale qui avait présidé à ces étalages de cadavres. Le porc vivant, côtoyant le cochon mort, puis écorché, le vif voyant sous ses yeux comment on allait le tuer avant de le manger. Cette image terrible ramassait des millénaires de prédation forcée sur le besoin de se nourrir, certes, mais aussi au-delà, sur la symbolique qui préside à ces opérations. Car la pensée magique nourrit la nourriture. Non loin des étalages de boucherie se trouvent les petites boutiques des sorciers, des guérisseurs, des médecins traditionnels. Les apothicaires contemporains des sagesses préhistoriques sollicitent toute la nature, le minéral, le végétal, l'animal. J'ignore si l'humain y trouve une part que cacheraient les chamans africains. Mais je n'en serais pas étonné. Sueur, sang, larmes, urine, matière fécale, sperme portent trop de charges allégoriques. Poudre, mica, terre, argile, craie, écailles, arrachées aux pierres de couleur, verte ou bleue, marron ou noire, transparentes, côtoient dans un savant désordre des racines, des plantes, des herbes en bottes, des décoctions, des tisanes brunâtres dans des bouteilles en plastique douteuses, des petits ballots de tiges séchées. La pharmacopée mobilise aussi le règne animal. J'avise une grosse tête de bois coupée à la racine de la colonne vertébrale. Elle me regarde, noire, comme confite dans un jus sombre, puis des caméléons séchés, verdâtres, recroquevillés sur eux-mêmes, comme si la queue elle-même en crosse avait initié le mouvement de la totalité du corps, afin que la tête aux petits yeux globuleux puisse entrer dans le cloaque pour refermer l'animal sur lui-même. Ici des griffes d'oiseaux, là des pattes de rongeurs, des chauves-souris arrêtées dans un cri qui fut leur dernier, gros yeux et petites canines hors de la gueule, les ailes repliées comme des parchemins sombres nervurés de noir, des dents arrachées à l'improbable bouche, chien ou chat, lion ou rat, canine ou incisive brune, jadis arme de guerre contre les proies, aujourd'hui fétiche, amulette et talisman, des peaux de serpent qui font imaginer l'écorchage, d'un côté une enveloppe souple en écailles qui forme les motifs géométriques, mandala des dieux, de l'autre, une chair sanguignolante répartie le long de la colonne vertébrale, de la viande pour les hommes, accrochée à côté des dépouilles, des serpentes, des peaux aux odeurs fortes, aux poils raides et rêches, petits mammifères, rongeurs, dépouillés, fauves miniatures au pelage de nuit et de soleil, des yeux de poils semblent regarder dans ces peaux tannées par le soleil et la fournaise. Des insectes séchés avec leurs petites pattes fébriles et leurs grosses têtes, désormais pleines de substances magiques. Ce que vend le boucher, le guérisseur le vend aussi. Ce qu'ingère le malade venu voir le médecin traditionnel, le client du marchand de viande le mange, car l'aliment porte une charge symbolique, allégorique, métaphorique. En mangeant la viande d'un animal, on s'incorpore, au sens étymologique, on met dans son corps, ses forces prétendues, ses vertus supposées. Chaque organe vaut pour à quoi il sert.
L'œil mangé est bon pour la vision du mangeur, le sexe pour sa fertilité, le cœur pour sa vaillance, le foie pour son courage, le muscle pour son énergie, le sang pour son flux vital. Avaler la larve vivante, c'est probablement nourrir son corps, sa chair des potentialités spermatiques de l'être en devenir. Peut-être goûter du serpent, craquelin en surface, go de veau ensuite, me dit-on, confère-t-il les vertus magiques de l'animal colportées par la tradition orale, la religion, le récit mythologique. Larves vivantes, porc-épic fumé, boa en darne, antilope égorgée, singe écorché, tortue extirpée de sa carapace et plongée dans l'eau qui fera un bouillon, mais aussi, il n'y en avait pas quand je suis passé, viande de petits crocodiles, voilà qui fait nourriture exotique en regard de notre alimentation. Certes, mais en regard de la nôtre, je parle d'un Européen, voire plus particulièrement du Français que je suis, manger des escargots Bourgogne ou petit gris, sinon des cuisses de grenouille, est-ce vraiment moins exotique? Et pourquoi le gourmet qui commande une assiette d'escargot refuserait-il le jour où la livraison n'aurait pas eu lieu un plat de limaces, même, et surtout, s'il est préparé lui aussi avec un beurre d'escargot? Le même repousserait probablement avec une moue fort significative l'assiette dans laquelle, faute de grenouille, le maître d'hôtel lui servirait des cuisses de crapaud. Et pourtant, qu'y a-t-il de l'escargot à la limace ou de la grenouille au crapaud, sinon le poids allégorique, mythologique, symbolique d'une civilisation? Qu'on ne mange pas de poisson rouge au contraire de la sardine, ou qu'on épargne le hamster mais pas le lapin, sinon le chien alors qu'on mange la chèvre. C'est parce que, on le sait, les premiers sont susceptibles d'être des animaux de compagnie, et que théoriquement, en vertu d'une humanité élémentaire, on ne mange pas ceux qu'on affuble d'un petit nom. On ne met pas dans son estomac ceux qu'on regarde, pensifs, dans un bocal ou dans un aquarium. On ne mastique pas entre ses mandibules ceux qu'on observe, vaguement sadiques, s'épuiser à tourner dans la roue d'une cage, ou ceux qu'on habille, franchement ridicules, avec un tricot, pour leur éviter le rhume à la sortie pipi. On ne mange pas son prochain, ce qu'on fait en revanche avec le lointain. Ainsi, animal de compagnie en Occident, le cochon d'Inde meurt de sa belle mort, comme on dit, choyé, gras, cajolé, parfumé, enrubanné, alors qu'on le sert à table au Pérou depuis des millénaires. Le cuy, comme on le nomme, rapport à son couinement, est même représenté sur des peintures de l'époque coloniale à la cathédrale de Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, et au monastère San Francisco de Lima, dans une circonstance toute particulière, le dernier repas du Christ. Jésus a donc mangé du cochon d'Inde avant l'ascension du Golgotha. Des maîtres queux, contemporains, conseillent de le manger frit jusqu'à ce que la peau soit dorée et croustillante, accompagnée de pommes de terre sautées, avec une sauce aigre-douce ou aux cacahuètes. Cochon d'Inde au Pérou, chien en Thaïlande, nid d'hirondelle en Chine, serpent au Vietnam, ragondin en France, kangourou en Australie, sauterelle au Maghreb, chat en Suisse, humain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chauve-souris à l'île Maurice, œil de phoque cru au-delà du cercle polaire, et autres combinaisons gastronomiques notables. Les hommes mangent tout ce qui est vivant. Dès lors, pourquoi pas des larves et du gorille, du boa et de la tortue, du porc-épic et du crocodile au Congo? La ligne de fracture ne sépare pas tel ou tel animal, mais les animaux et ce qui n'est pas ce que l'on veut. Bref, la ligne de fracture ne sépare pas tel ou tel animal, mais les animaux et ce qui n'est pas ce que l'on peut y ingérer et qui permet de vivre tout de même. Quel que soit l'animal mangé, et peu importe au fond, ce qui est commun chaque fois, c'est la vie arrêtée, un jour qui s'avère nécessaire à la consommation toujours. C'est la mort pour faire de la vie, c'est le cadavre pour nourrir du vivant, c'est la charogne pour vivifier le vif, c'est le couteau porté à la carotide pour égorger et tuer ce qui va devenir chair de celui qui va vivre. Est-ce une nécessité, une fatalité? Non, car si je pense, je deviens végétarien. C'est parce que je ne pense pas que je ne le suis pas devenu. Car penser, c'est savoir que la chair qui se présente dans mon assiette a été celle d'un animal vivant tué pour que je le mange. Le tueur a arrêté sciemment la vie d'un être vivant pour rendre possible ma vie, dit-on. Certes, j'ai posé le principe que le boucher ne jouit pas de la mort qu'il inflige. Je laisse cette passion triste aux matadors des arènes. Mais il faut un vivant qui arrête la vie sous prétexte de permettre à la vie d'être et de durer pour que cette assiette se trouve devant moi. Et qui peut vouloir abolir la vie d'un vivant? Au nom de quelle prétendue bonne raison? Je ne peux vouloir ma vie si je ne la dois au sacrifice de vie innocente. Dès lors, le végétarisme s'impose intellectuellement. Mais le végétalien, et il aura raison, arguera que le cuir, le beurre, les œufs, la crème, le miel, la laine, la soie,
le Cachemire oblige à tenir les animaux dans un état de servitude qui n'est guère plus enviable que la mort. Si la vie fait la loi, les jaïnistes ont raison. Et il n'y a pas non plus de bonne raison de supprimer les puces, les moustiques, les animaux dits nuisibles. Si je pense, plus encore, je deviens donc végane, car la veste en cuir, les gants en peau de mouton, mort-nés, donc étouffés à la naissance, le manteau de fourrure, les chaussures en daim, le pull en angora, les chaussettes en soie, le col en vison, la veste en laine suppose l'élevage des animaux considérés dès lors comme des objets, des choses destinés à mourir un jour, pour finir sur le corps d'humain en accessoire pour le vêtir. De même, la tartine de beurre, les œufs brouillés, le pot de miel, le nuage de lait, la cuillère de crème, des petits déjeuners, exigent également que des vaches, des poules, des abeilles aient été réifiées, objectivées, choséifiées, pour produire des nourritures humaines. Par ailleurs, les bonbons, les entremets, les desserts que l'on confectionne par soi-même, que l'on confectionne pas soi-même, posent problème, car ils peuvent comporter de la gélatine faite avec de l'os de l'animal. Enfin, les produits dits de beauté, de soins et d'hygiène corporelle, de maquillage, parce qu'ils ont la plupart du temps nécessité des expérimentations animales pour tester leur innocuité sur des cobayes, doivent être refusés. Faut-il aller jusque-là et ne pas distinguer ce qui nécessite la mise à mort à dessein, ce qui suppose l'élevage et l'exploitation sans mort, ce qui relève de l'usage pacifique et complice des animaux par les hommes depuis des millénaires et qui se nomme tout simplement l'élevage. Le véganisme suppose, en horizon ontologique et idéologique, l'holocauste de toutes les races domestiques. Par exemple, il implique l'extinction de toutes les races de chiens, sans exception, au nom du seul loup dont, du chihuahua au dog allemand, tous procèdent. Il suppose la fin des vaches laitières, toutes races confondues, au nom de l'auroch généalogique. Il induit la disparition des chats, toutes variétés incluses, afin de retrouver le lynx originaire. Coûteuse pureté des hommes qui s'avérerait ruineuse pour les animaux. Or, l'abattoir n'est pas semblable d'un point de vue éthique, ontologique, métaphysique, spirituel à l'élevage du ver à soie, ni à la tonte du mouton ou à la fabrication de miel par l'apiculteur qui aime ses abeilles. De même, l'expérimentation animale sadique dans les laboratoires n'a rien à voir avec le prélèvement au peigne des poils de la chèvre angora. Le port du pull en mohair ou la consommation de la gelée royale n'oblige pas à tuer la chèvre ou à exterminer la reine des abeilles. Chèvres et abeilles, d'ailleurs bien loin de leur source génétique originaire, puisque le caprin asiatique et la mouche miellifère sont moins des créations de la nature que des produits voulus pendant des millénaires par l'intelligence des hommes, en l'occurrence des éleveurs. L'assiette est l'impensé radical. Si l'on réfléchit un tant soit peu à ce que l'on mange ou à ce que l'on ne mange pas, au goût et au dégoût propres à chacune des civilisations, si l'on se rappelle la vie de l'animal que l'on a préparé par l'artifice de la cuisine, si l'on se pose la question de la légitimité de la mort infligée à un vivant quand on a pris le parti de la vie, de l'hédonisme et de la joie partagée, si l'on imagine chaque jour des flots de sang qui recouvrent la planète pour que nous couvrions nos tables de nourriture, alors nous nous retrouvons devant l'obligation de l'action. Sinon, à quoi bon la penser ? Je suis sorti du marché de Pointe-Noire, la vie a repris le dessus. Le soir, nous sommes allés dîner dehors, un gros poisson recouvert de rondelles d'oignons crus. La nuit était chaude et lourde, la sueur perlait sur les visages, le ciel était étoilé. La voûte céleste de l'hémisphère sud me faisait rêver. Je songeais à mes disparus. Chacun avait dans son assiette un genre de gros bar qui débordait, tête à l'œil blanc et queue racornie dans le vide. L'un des convives raconta que ce restaurant servait les meilleurs poissons de la ville. Puis il ajouta que le patron avait jadis fait savoir un peu partout qu'il faisait la meilleure soupe de poisson de Pointe-Noire. La raison en était qu'il allait chercher son eau à la morgue, car cette eau était chargée de la force et de l'énergie des morts. J'ai fait répéter. Il s'agit probablement d'une calomnie venue d'un confrère jaloux. Pas du tout. C'est le propriétaire lui-même qui avait non pas fait courir une calomnie sur son compte, mais donné une information sur son excellence. Sa soupe de poisson était la meilleure de la ville parce qu'il allait chercher son eau à la morgue et que, de ce fait, elle était chargée de la puissance des défunts. J'avais bien entendu. Affaire d'ontologie donc. Pensée magique tricotée à la production gastronomique. On ne mange donc pas tel ou tel produit, mais des forces, des énergies, des puissances. Soupe de poisson ou pas, entrecôte frites ou non. On ingère des symboles, des mythes, des allégories, des métaphores. Le carnivore et le végétarien ne vivent pas dans le même monde symbolique. Je mange de la viande, mais je vis dans l'univers symbolique des végétariens. Ma contradiction. 24 heures plus tard, la nuit, dans l'avion qui me ramène en France, je suis rentré fiévreux et malade, comme un chien. Nul doute que dans ma nuit agitée, il y avait des larves grouillantes et des têtes de bois, des ailes de chauve-souris, des antilopes décapitées,
des porcs hurlant à la mort, déféquant sous eux, et des tortues sur le dos attendant la soupe, des porcs épics reconfigurés en minerais de viande fumée et des escalopes de crocodiles empestant le gibier africain, mais aussi, probablement, des bars raidis par la cuisson et les soupes de poisson épicées aux cadavres humains. Manger son prochain s'avère toujours une aventure périlleuse pour les corps, pour les âmes aussi.